Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent. Je me présente, Léa Callan, accompagnée de ma collègue. Bonjour à toutes et tous, donc Marion Fougeret. Alors, tout d'abord, un grand merci à l'UFE de nous avoir invités pour ce webinaire. On a tous vécu un début d'année compliqué. On espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également, hein. Vous avez passé de bonnes vacances malgré le contexte très particulier. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à vous inscrire. On vous en remercie. Surtout pour les habitués et puis pour votre confiance, bien évidemment, et bienvenue aux nouveaux participants. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de nous préciser dans quel pays vous vous trouvez. C'est toujours agréable de savoir un petit peu où vous êtes. Et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette présentation. Elles vont s'afficher au fur et à mesure. Puis on essaiera d'y répondre soit pendant la présentation ou de toute façon on se laissera un temps à la fin pour pouvoir répondre au maximum de questions. Vous pouvez aussi nous contacter directement via notre adresse mail qui s'affiche actuellement, donc expat-invest@reside-etudes.fr ou alors via le formulaire en ligne aussi directement sur notre site expat-invest-reside-etudes.com. Cette vidéo donc vous sera également envoyée à la suite de ce webinaire et vous pourrez également la retrouver directement sur notre site pour qu'elle puisse être visionnable par la suite. Alors, le sujet de ce webinaire, qu'en est-il de l'immobilier pour cette rentrée 2020? On va pouvoir déjà faire un premier bilan, puisque la grosse tendance du moment et qui s'est accentuée avec le Covid, c'est investir dans l'immobilier. On a pu observer auprès des différents acteurs un rebond du marché immobilier post-confinement, puisque le nombre de transactions ne s'est pas effondré, bien au contraire, ce qui indique une bonne reprise ainsi qu'une bonne résistance du marché. Alors on le sait tous, l'immobilier, bien, c'est une valeur refuge en France. C'est également le placement préféré des Français, pour 60 d'entre nous. Et puis qui, depuis 20 ans, bénéficie aussi de la forte baisse des taux. Donc là, ça joue beaucoup, notamment sur le financement. Alors c'est pour ça qu'on vous propose donc aujourd'hui un petit tour d'horizon de la situation du marché actuel. Alors, dans un premier temps, on va parler de la résidence principale. Alors, avant tout, une tendance que le confinement aura fait naître, voire même renforcer, c'est l'appétit des Français pour les maisons, disposant d'un extérieur ou alors des appartements un peu plus spacieux avec terrasse, balcon. Qu'il s'agisse donc pour les particuliers de concrétiser rapidement une envie de changement mûrement réfléchie, ou alors de réussir à boucler leurs transactions comme à chaque fin de printemps, afin de déménager pour la rentrée scolaire. En tout cas, pour certains de nos clients expatriés, le retour aux origines est aussi d'actualité, puisque la réflexion d'un retour en France peut être prévue finalement plus rapidement que prévu. Après le déconfinement, la reprise de l'activité, en tout cas pour les agents immobiliers ou voire même les vendeurs, ont explosé. Les acheteurs ont pris le temps de la réflexion pour qu'à la levée du confinement, les professionnels de l'immobilier soient submergés par les demandes. Les prix ont d'ailleurs dans certaines villes augmenté au vu de la demande et puis pour certaines petites métropoles, ça permet de réactiver un marché et une demande qui était relativement stable. C'est pourquoi le niveau d'activité est en hausse de plus de 35% par rapport à la même période l'année dernière, qui était déjà exceptionnelle en termes de volume de vente. Alors, on a également donc le marché de l'investissement immobilier locatif, qui a par la même occasion explosé lui aussi en termes de demande. Donc, en effet, le marché incertain du placement bancaire a donc poussé beaucoup de détenteurs d'épargne à se diriger donc vers la pierre, qui est un placement beaucoup plus sûr. De plus, il y a aussi une certaine prise de conscience pour les années à venir, l'évolution des retraites également, qui pousse les investisseurs, en particulier les non-résidents, à s'intéresser de plus en plus à la pierre. Alors, il y a différents types d'investissements immobiliers locatifs, par exemple comme la location saisonnière, la location classique ou encore la location en LMNP. Justement, si on regarde la location saisonnière de vacances type Airbnb, 2020 devait être une année florissante pour l'économie collaborative. Mais bon, malheureusement, le Covid-19 a marqué un coup d'arrêt à la croissance exponentielle du secteur. Bien qu'en France, les réservations aient connu une augmentation dans certaines régions, notamment cet été, grâce à la clientèle française, il n'en reste pas moins que la clientèle étrangère a fait défaut à la saison touristique.
où justement Airbnb, qui devait entrer en bourse cette année, a finalement dû se séparer du quart de ses effectifs, hein, puisque l'épidémie du Covid-19 et la crise sanitaire et économique, hein, qui en découle touchent malheureusement de plein fouet le secteur du tourisme. Cette période inédite, hein, soulève justement de nombreux questionnements, hein, puisque face aux annulations de leur location à cause de la pandémie, de plus en plus de particuliers abandonnent la location touristique saisonnière. Certains pensent même à revendre leurs biens, puisque la baisse des demandes sur ce secteur a poussé beaucoup de propriétaires à basculer leurs biens en locatif classique longue durée. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Airbnb n'avait jamais réellement finalement connu de difficultés, et puisqu'au niveau mondial, la France est le deuxième pays d'activité après les États-Unis. Et à Paris, hein, la plateforme revendique près de 70 000 annonces d'appartements, hein, mais aujourd'hui, on en observe justement les limites. Hein, avant cette crise, les municipalités avaient déjà tendance à limiter ou voire même à supprimer ce type de location dans leur ville. Aujourd'hui, on peut s'attendre à une accélération de ces mesures au profit des hôtels ou voire même des acteurs locaux. C'est vrai qu'en guerre contre la plateforme de location depuis plusieurs années, hein, l'adjoint au logement de la mairie de Paris avait annoncé il y a quelques mois déjà vouloir profiter de cette crise pour acheter les appartements de la capitale qui ne trouvent plus preneur. Hein, Paris travaille sur le rachat de ces logements grâce à la société foncière qu'Anne Hidalgo a portée durant sa campagne municipale. L'idée pour la mairie de Paris, ce serait de racheter ces logements afin de les mettre en location à 20% en dessous du prix du marché, soit environ 18 € le mètre carré par mois. Hein, le but, c'est d'avoir un retour massif de ces logements vers la location traditionnelle pour les Parisiens. Alors en parallèle, donc de l'augmentation des transactions sur les résidences principales, hein, comme on vient de le voir, il y a aussi certains Français qui, quant à eux, ont été, donc fragilisés par cette crise, du covid. Chômage partiel et technique, baisse des revenus, une activité parfois au ralenti, voire qui n'a pas totalement, repris, on le sait tous. Et puis un accès au crédit en parallèle qui s'est également durci, hein, on va le détailler, par la suite. Donc pour ces foyers qui ne sont plus ou moins en capacité d'acheter leur résidence principale, bah, dans ce cas, la location, va constituer plus que jamais une alternative avantageuse. On observe également, sur la demande locative classique, un changement de cette demande, puisque suite à la crise du coronavirus, il y a une augmentation de la demande, notamment plutôt sur les villes en province, contrairement aux grandes villes telles que Paris. Alors même s'il est encore trop tôt pour l'observer, directement dans les statistiques, en tout cas l'impact par rapport au coronavirus sur ces statistiques-là, il y a tout de même certains baromètres qui permettent de confirmer une accélération de cette volonté des locataires à quitter les grands centres urbains, pour des habitations plus spacieuses, mais aussi des cadres de vie plus verts. Alors en exemple, hein, le nombre d'annonces publiées sur des sites tels que, seloger.com par exemple, indique de fortes augmentations des offres dans les grandes villes. Donc Lyon 23 en plus, Nantes plus 16 Paris plus 41. Tandis que au niveau des demandes locatives, donc de l'autre côté, en face, bah, les demandes, elles ont élargi leur périmètre et prospectent désormais loin de ces grandes villes. Une citation tout simplement, hein, les recherches portant sur des locations parisiennes ont baissé moins 23 entre 2019 et 2020 sur les périodes observées. Il y a un autre type d'investissement, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est celui du LMNP. Donc LMNP, c'est la location meublée non professionnelle, notamment gérée en résidence de service. Donc là, pour faire un petit point là-dessus, vous êtes donc propriétaire d'un bien immobilier identifié, comme pour de l'immobilier classique, mais dans des résidences de service qui vont être dédiées à des étudiants, au tourisme d'affaires ou encore à des seniors. Par rapport à ces résidences, notamment en ce qui concerne les résidences étudiantes, compte tenu, hein, du manque de logement, de manière générale, dans ce domaine et dans de nombreuses villes, il y a toujours une très forte demande puisque la demande locative sur les logements étudiants, elle continue d'augmenter, hein. L'enseignement supérieur, d'ici 2022 pourrait rassembler 2,75 millions d'étudiants, soit à peu près 126 000 de plus qu'en 2017, sachant qu'on sait que 2 tiers de ces étudiants sont logés hors du domicile familial. Donc malgré, l'impact, de ce qui se passe actuellement de la crise sanitaire, on observe quand même une demande qui reste très forte, y compris sur cette rentrée 2020 qui est très particulière. La demande reste toujours similaire. Par rapport à la résidence de tourisme d'affaires, de manière globale, c'est 78 millions de nuitées par an, 3,1 millions de voyageurs. Ça représente 25 de l'hébergement touristique en France. Donc, c'est vraiment un domaine d'activité qui répond à un vrai besoin.
mais c'est aussi un domaine d'activité qui a été le plus impacté par la crise du coronavirus, hein, suite à l'arrêt brutal des déplacements et du confinement. Cependant, ça reste un marché qui est très rentable, qui a déjà traversé plusieurs crises économiques, financières, ou encore des périodes telles que les attentats touristiques, notamment sur des plus grandes villes. Donc la perturbation actuelle, due, à la crise sanitaire, elle est vraiment temporaire. C'est principalement le confinement qui a impacté et là l'activité, reprend petit à petit. En ce qui concerne les résidences seniors, bah, le vieillissement de la population, il s'accélère, hein, puisqu'au 1er janvier 2020, on a plus d'une personne sur 5 en France qui avait plus de 65 ans ou plus, selon l'INSEE. Dans cette activité, il y a vraiment 2 types de résidences. Il y a les résidences médicalisées et les résidences qui s'adressent à des seniors autonomes. Ces 2 types de résidences, elles n'ont pas du tout été impactées de la même manière puisqu'elles s'adressent à des personnes, différentes. Nous, on va principalement, s'intéresser aux résidences seniors autonomes. Quoi qu'il en soit, s'intéresser donc au marché des résidences de services en LMNP, c'est s'intéresser à des marchés qui répondent à des besoins de société. Le marché de la résidence de service, il est en croissance et malgré l'impact, de la crise actuelle durant la période de confinement principalement, il y a une demande qui reste, présente et très importante et qui continue d'augmenter. Et après l'immobilier, on va regarder maintenant les placements financiers. Alors, on a tout d'abord les livrets, hein, qui ne sont pas rentables, ça on le sait tous, c'est juste un support bancaire qui nous permet d'avoir des liquidités disponibles, hein. Aujourd'hui, on est sur des taux de rendement à 0,5%. Nous avons également l'assurance vie en fonds euros garantis. Alors là, on ne parle pas d'unité de compte, hein, c'est-à-dire avec des placements en bourse un petit peu plus risqués. Et là, on aura des taux de rendement à moins de 2% net. La situation liée au Covid-19, en tout cas, n'a pas modifié, hein, le peu d'intérêt pour ce type de placement. Ça reste toujours des supports liquides. Pour tout ce qui concerne les actions et la bourse, effectivement, la bourse a été fortement impactée par la crise du coronavirus. Beaucoup d'investisseurs voient une opportunité rare, justement, d'acheter des actions à bas prix et de constituer un portefeuille d'actions long terme. En France, par exemple, certaines rares actions du CAC 40 sont parvenues à effacer leurs pertes et devenir positives cette année, hein, tandis que la plupart sont encore en forte baisse. Certaines peuvent perdre encore jusqu'à plus de 50% depuis le début d'année. Donc là, on sort vraiment de l'idée de sécurité, hein, avec une possibilité de rendement plus important, mais qui ne sera pas assurée, et donc beaucoup plus sensible à des situations de crise ou de choc économique telles que nous les rencontrons actuellement. Alors un autre type de placement sont les SCPI, autrement dit pierre-papier, société civile de placement immobilier. Alors, il s'agit ici de parts que l'on achète dans une société qui possède des biens immobiliers. C'est une autre forme d'investissement. Alors là, il n'y a pas d'acte de propriété signé chez un notaire. En tout cas, la crise sanitaire du coronavirus et le confinement mis en place pour y répondre ont produit des conséquences négatives sur l'économie et sur les entreprises d'ordre général, hein, puisque les porteurs de parts de SCPI touchent des revenus versés par les sociétés de gestion à partir des loyers que ces dernières perçoivent auprès des entreprises qui louent les locaux. Si l'hôtellerie, le commerce et les bureaux sont les classes d'actifs les plus affectées et touchées par une crise profonde, la santé et le résidentiel maintiennent le niveau de performance. En tout cas, la crise sanitaire et ses implications sur l'activité économique aura des conséquences néfastes sur ces prochains mois, voire même sur ces prochaines années, hein. Donc, nous vous recommandons de bien prendre connaissance de ces différents types d'investissements, tout en faisant preuve de vigilance et de sélectivité en matière d'investissement. Alors pour poursuivre un petit peu ce bilan, on va aborder un aspect très important, surtout pour un investissement immobilier, c'est notamment le financement. Donc la Banque de France, hein, dans son communiqué, de juillet 2020, elle soulignait donc la reprise, de la production des crédits, donc c'est-à-dire la création de nouveaux crédits immobiliers qui culminait à plus de 21 milliards d'euros en mai 2020. Donc cette reprise de la production, elle est comparable à celle de mars 2020, donc ça signifie avant le confinement. Donc même si, le dynamisme du marché actuel, atteste pour le moment en tout cas d'une certaine fluidité des échanges, avec un rapport acquéreur-vendeur, encore équilibré, quand même des résistances, qui pourraient survenir, dès l'automne.
Alors, le resserrement des conditions de crédit, elle va réduire également le nombre de dossiers qui vont être validés et acceptés par les banques. Cette situation, elle n'est qu'en partie, due à l'impact du coronavirus. Déjà puisque depuis décembre 2019, donc le Haut Conseil de la stabilité financière, la HCSF, placé sous la direction du ministère de l'économie, du ministre de l'économie, avait donné des directives incitant les établissements bancaires à ralentir, à appuyer sur la pédale de frein désormais, avec une attention, particulière accordée à la stabilité des revenus et également au niveau de réserve. Donc, selon certains critères. Premièrement, un taux d'endettement qui doit se limiter à 33 des revenus, donc c'est-à-dire que la mensualité du crédit ne doit pas représenter plus du tiers des revenus de l'emprunteur, alors que jusqu'à présent, on avait quand même une latitude un peu plus large. Deuxièmement, la durée d'emprunt, qui pourront certainement plus dépasser les 25 ans, ça c'est sûr, mais en tant que non-résident, 20 ans en général. Et troisièmement, alors qu'il y avait encore un an, il était possible d'obtenir un emprunt supérieur à 100 donc ça permettait de couvrir à la fois et le logement et les frais annexes. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il y a un apport minimum qui va être demandé. On peut dire de 10 en général pour les personnes qui résident en France, mais plus quand on est non-résident. Là, on sera plutôt sur les 30. Cela dit, il est vraiment important de réaliser une étude pour établir ensemble, la faisabilité de votre projet, puisque chaque situation est quand même spécifique, chaque profil est spécifique et il y a évidemment d'autres paramètres qui sont pris en considération. Un point positif au sujet du financement, ce sont en revanche les taux de crédit qui restent très bas, hein, malgré une légère hausse. On le voit sur ce graphique, hein, puisque c'est l'évolution des taux de crédit durant ces 20 dernières années. Donc les taux, malgré une légère remontée, restent tout de même très bas. Alors il y a un léger décalage quand même entre le fait d'être résident français, puisque là, ce graphique, c'est principalement sur les taux des résidents français et non résidents. Ça reste malgré tout très intéressant. Eh bien, à quoi peut-on s'attendre sur ces prochains mois? Alors, ce rebond du marché, tant en termes de volume de transactions que d'évolution des prix, est exceptionnel, hein. Il doit cependant être analysé avec une grande prudence. Les prêts garantis par l'État et le chômage partiel sont toujours aujourd'hui d'actualité, donc il est légitime de s'interroger sur les conséquences économiques. Dans tous les cas, soyons patients. L'automne certainement nous apportera plus de précision sur l'impact réel de cette crise, puisque l'évolution sur ces prochains mois nous apporteront quelques éléments de réponse sur l'orientation du marché, tant sur les volumes que sur les prix selon les territoires. En tout cas, dans ce contexte, on aura donc tendance à favoriser des investissements plus stables, qui s'équilibrent sur le long terme et sur des valeurs refuges telles que l'immobilier. Et donc la question, c'est comment dépasser, une situation, de crise? Alors les questions, à vous poser, hein, avant tout projet immobilier, c'est vraiment nécessaire de se poser les bonnes questions. En effet, hein, il est important, de considérer vos besoins présents, vos besoins à venir, vos besoins futurs, les objectifs, qui vont correspondre au mieux à ces besoins-là également et d'envisager aussi un projet sur une temporalité, court terme, moyen, long terme. Donc se poser les bonnes questions, c'est ce qui vous permettra de faire un investissement qui va vous correspondre, qui pourra répondre à vos besoins. Effectivement, avant de se lancer, il est important de bien connaître ses objectifs pour réaliser un investissement. En tout cas, c'est l'élément déterminant, hein. Donc, on a tous un objectif, que ce soit pour vous constituer une épargne et un patrimoine immobilier, sécuriser une future retraite avec des revenus réguliers, protéger votre famille et transmettre à vos enfants, et tout cela en profitant d'avantages fiscaux intéressants. Je vais vous donner un exemple d'un client expatrié qui nous avait contacté il y a quelques mois maintenant pour un investissement, qui pensait le mettre en location dans un premier temps et en profiter ensuite pour un éventuel retour en France. Donc l'idée est de se poser les bonnes questions, puisqu'un investissement locatif ne répond pas forcément aux mêmes attentes qu'une résidence principale. Une demande locative peut ne pas correspondre à votre bien en résidence principale de par sa typologie. Par exemple, un 2 pièces sera davantage demandé en locatif, alors que finalement ce client souhaitait acheter une maison, ce qui est beaucoup moins demandé et beaucoup moins intéressant, rien qu'au niveau des charges par exemple. Nos exigences sont totalement différentes et peuvent évoluer, hein, que ce soit sur l'emplacement, la superficie, l'exposition, etc.
Donc, on s'est donc orienté vers une recherche d'investissement locatif, puisque l'objectif de ce client était d'investir dans du locatif sur du moyen terme, alors que son projet et objectif réel étaient plutôt sur du long terme. Donc, vous comprenez bien que ce client a finalement privilégié l'achat du locatif pour capitaliser qu'il l'utilisera ensuite ou non pour l'achat de la résidence, de la future résidence principale. Alors, je reviens juste sur le chat, hein, merci, vous êtes très actifs, donc continuez à nous poser, vos questions. Il y a des questions qui apparaissent, d'autres qu'on fera apparaître au moment où on pourra y répondre quand ce sera le moment venu, mais n'hésitez pas à continuer, cela et pour tout le monde. Alors, il y a aujourd'hui, hein, une chose dont on entend de plus en plus parler, puisqu'on en a, déjà un petit peu, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la location meublée non professionnelle et donc les avantages, de ce statut, appelé couramment le LMNP. Alors i Pour expliquer un petit peu, donc il s'agit d'un logement d'habitation qui est totalement meublé et équipé. Aujourd'hui, c'est un statut, qui séduit, de plus en plus d'investisseurs, notamment expatriés, via la résidence de services gérée, dont la gestion, hein, elle est confiée à un gestionnaire unique. Ce gestionnaire unique, il va exploiter cette résidence, en gérer les services et donc verser aux investisseurs un revenu sécurisé, le tout à travers un bail commercial de 9 ans, qui est ensuite reconduit, tacitement. Donc, devenir propriétaire d'un appartement en résidence de service, c'est l'avantage d'un accompagnement à travers une solution clé en main, puisque tout va être pris en charge de A à Z. À ce moment-là, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui, tout au long de votre de votre investissement, pardon, va donc vous accompagner. Ça va faciliter les échanges. Alors, tout investissement immobilier, comme on vient de le dire, hein, réussi, ça passe par une bonne gestion locative. Et donc, c'est bien ce qui va vous garantir la tranquillité et la pérennité de votre investissement. Donc, c'est vraiment une étape cruciale auquel il va falloir être vigilant dès le départ et notamment, hein, quand on est non résident, puisque vous n'êtes pas sur place, avec souvent des décalages horaires importants et puis un emploi du temps qui est souvent très chargé. Alors, ce qui est primordial dans cet investissement, donc le bail locatif, c'est ce qui va vous garantir contractuellement. Donc ce contrat, ce bail locatif, il vous garantit, des loyers qui sont, réguliers, des loyers qui vont être aussi indexés chaque année, notamment au taux de l'IRL, c'est l'indice de référence des loyers qui est défini par l'INSEE, sans aucune contrainte, de gestion, parce que votre locataire, c'est, le gestionnaire et également net de charges. Alors là, je vais essentiellement parler, du bail commercial, Résidétudes, qui prend à sa charge donc tout ce qui va être charge de syndic, de copropriété, mais également les assurances ainsi que l'entretien et réparation, que ce soit sur les espaces privés ou les espaces communs, changement de mobilier inclus. Ce qui va rester donc au propriétaire, ça sera la taxe foncière et l'article 606. Et on vous accompagne également sur tout ce qui est démarche déclarative via un cabinet comptable. Donc c'est toutes ces solutions, tout ce fonctionnement qui est adapté et entièrement clé en main, qui va vous permettre en tant que non-résident de réaliser un investissement immobilier locatif de manière sécurisée, de manière sereine, puisque vous avez un professionnel qui vous accompagne. La solution de l'autogéré et du clé en main, hein, c'est ce qui permet d'accéder donc aux avantages de ce statut, le LMNP. Et donc l'autre avantage majeur, alors il y a eu plusieurs questions aussi là-dessus, j'espère que ça pourra y répondre, c'est donc la fiscalité. Alors, pour faire simple, dans l'investissement immobilier classique, les revenus locatifs sont imposés. Vous devez vous acquitter d'une fiscalité française au taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus générés en France. Et à cela s'ajoutent les prélèvements sociaux type CSG. L'exception à cette règle d'imposition, c'est le statut du LMNP, qui est une solution qui vous permet d'échapper totalement à l'imposition. C'est un statut fiscal et un montage comptable d'amortissement qui vous permet d'y arriver. Justement, on avait une question au sujet de l'amortissement. Quels sont les amortissements possibles? Le comptable va tout simplement amortir le prix de votre bien. Il va décomposer ça, bien évidemment. Et ça va vous permettre justement de pouvoir défiscaliser vos revenus locatifs allant jusque 20 ans ou plus en fonction du mode de financement. En règle générale, on a beaucoup de questions sur l'imposition et la fiscalité, donc on vous invite à nous contacter directement si vous souhaitez une analyse complète justement de votre situation. Il y a maintenant
On va passer aux résidences de service. Ben justement, qu'est-ce qu'une résidence de service? Ce sont des immeubles constitués de logements meublés, équipés, destinés à un public spécifique. Le locataire ici a juste besoin de ramener ses effets personnels. Pour être classé résidence de service, il faut répondre à 4 critères minimum, qui est l'entretien, l'accueil, la fourniture du linge de maison et le petit déjeuner. Alors, bien évidemment, il peut y avoir davantage de services en fonction de la résidence. Un espace fitness, un espace beauté, un restaurant par exemple, pour améliorer justement les conditions de vie des résidents. Alors, on y trouve tout d'abord le marché de l'étudiant avec les résidences étudiantes. C'est un marché sur lequel nous sommes leaders. Ça fait 31 ans qu'on est dessus. Généralement, les emplacements sont proches des transports ou proches des écoles, des facs. Et voici une résidence qui se trouve en Île-de-France. C'est une ouverture prochaine, les Estudines Massy-Ampère. Concernant les appart-hôtels, alors là, c'est plus destiné au tourisme d'affaires et au tourisme classique. Donc là, on a un projet actuellement en construction du côté de Nice, Nice Aéroport. Et enfin, le senior, donc pour les personnes âgées, autonomes, non médicalisées. Et là, on est sur un projet futur également prévu du côté de Bordeaux. Alors, lorsque vous investissez en résidence de service, vous répondez forcément à une demande locative, mais aussi à une approche éthique et sociale. Et donc Expat Invest, donc comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Quelles sont les étapes, pour, ce type d'investissement? Alors c'est très simple, l'accompagnement, que l'on propose, donc Expat Invest, c'est un accompagnement qui va être divisé en 5 étapes. Donc tout d'abord, on va avoir une première étape d'étude. Donc là, c'est un rendez-vous en général que l'on propose en visio. Ça nous permet d'analyser, votre situation, vos objectifs, pour pouvoir, envisager une solution optimale. La deuxième étape, c'est celle de la sélection. Donc c'est un second rendez-vous où là, à ce moment-là, on va analyser un montage, du projet personnalisé correspondant à votre cahier des charges. On va analyser le budget, également le mode de financement et dans ce cas-là, sélectionner donc, les biens, le ou les biens correspondants. Ensuite, on passe à la troisième étape, donc c'est l'étape de réservation. Puisqu'une fois que la sélection est faite, on vous accompagne donc sur tout le processus de réservation évidemment. C'est très simple puisque tout est dématérialisé, donc on signe un contrat, par voie électronique. La quatrième étape, donc c'est en ce qui concerne le financement. On a eu aussi des questions là-dessus. Donc là, on vous accompagne sur toutes les démarches de financement si donc l'opération est prévue avec un crédit. Alors, vous pouvez solliciter, en tant que client de votre établissement bancaire, hein, si vous possédez un compte en France ou par le biais, de nos différents partenaires financiers. Le but de vous accompagner sur ce financement, c'est vraiment, d'obtenir les meilleures conditions de crédit, pour votre projet. Et la cinquième étape, donc c'est l'étape qui concerne l'achat. Donc une fois le prêt obtenu, édité, dans ce cas, c'est l'acquisition. Donc c'est là que vous devenez officiellement propriétaire avec la signature de l'acte authentique. Voilà. Eh bien, on va pouvoir maintenant passer aux différentes questions, puisqu'on a terminé avec la présentation. Il y a une première question de Natou. Quelle est la durée de votre bail? À quel moment est-il signé? Tu veux y répondre peut-être? Alors la durée du bail, oui, je vais y répondre. Merci pour votre question. Alors le bail, donc c'est une première période qui est de 9 ans et ce bail est ensuite renouvelé, par tacite, reconduction. Ce bail, il est signé, ben, au moment de la réservation puisque quand vous sélectionnez un appartement, vous signez en même temps, le bail locatif. Donc dès le départ, vous connaissez les conditions, vous en connaissez, le fonctionnement. Justement, quels sont vos tarifs de gestion? C'est une question de Louison. Bah là, comme on l'a expliqué, on a déjà pris en compte dans le rendement qu'on va vous garantir nos tarifications sur tout ce qui est gestion et autres. Alors, il y avait une question aussi d'Arnaud qui a été publiée un petit peu plus tôt. Où sont situés vos biens immobiliers en général? Donc comme on a pu, voir, on est vraiment présent sur toute la France, hein, au niveau, national, puisqu'aujourd'hui on a un petit peu plus de 250 résidences. On gère à peu près, 33 000 logements. Donc on est vraiment présent partout. Alors une autre question, quel est le régime fiscal, du LMNP?
Alors, le régime fiscal, on est bien sûr sur du meublé. On répond donc à une déclaration annexe qui est la 2042 CPRO. Donc ça, on pourra rentrer dans les détails, c'est très comptable. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet hein, pour qu'on puisse vous apporter des éléments plus précis et plus techniques forcément. Il y avait une question aussi de Ricardo, la différence entre résidence médicalisée et résidence autonome. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont 2 choses différentes. La résidence médicalisée, qui est plus communément appelée EHPAD, ce n'est pas du tout la même structure. Le personnel, c'est du personnel médicalisé, la structure même en lui-même du bâtiment est différente. Dans une résidence autonome, on est dans une résidence classique, ce sont des appartements individuels, les gens sont bien donc chez eux, ils ont leur cuisine, leur salle de bain comme ce qu'on a pu un petit peu voir. Et en revanche, au sein de cette résidence, il y a des espaces, notamment au rez-de-chaussée en général, où sont proposés des services. Donc, résidence médicalisée et autonome sont 2 choses vraiment très différentes. Alors, on a une question de Jean-Christophe Agrati. Quel est le rendement net? Alors nous, on va vous garantir un rendement qui est en moyenne autour de 4% net, hein, puisque vous n'avez pas de charges à prévoir et ni de fiscalité. Je reviens sur une autre question aussi de Ricardo en ce qui concerne le crédit. Donc, comme on l'a dit, hein, là, c'est vraiment, on est là pour vous accompagner. Donc, on peut vous accompagner, bien évidemment, sur le financement. Alors, on a pas mal de questions. Alors, quel est le taux d'imposition pour un expat pour une maison non meublée? Donc, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure, on est sur un taux minimum de 20%. Et à cela s'ajoutent les prélèvements sociaux. Hein, donc, tout dépendra de votre lieu de résidence. Euh, donc ça, pour cela, hein, comme j'ai pu vous le préciser tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous directement pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions qui sont plus personnelles dans ce cas-là. Alors il y a une question, donc je pense que ça concerne donc le suivi comptable et comment cela se passe. Donc, le cabinet comptable, qui va vous permettre donc de bénéficier, des avantages du statut de LMNP, c'est quelque chose qui est directement, intégré, à l'offre que l'on propose justement, toujours dans ce but de proposer un investissement qui soit vraiment simple, et où vous n'avez, qu'un seul interlocuteur qui peut vous accompagner. Donc c'est un cabinet comptable intégré directement. Donc dans ce cas-là, vous recevez simplement chaque année un document qui sera à renvoyer puisque tout va être, fait par le cabinet comptable. L'idée, c'est vraiment de simplifier, l'investissement immobilier locatif. Alors, on a une question de Laurent Driol. En pourcentage, à combien évaluez-vous les charges d'une maison et d'un appartement? Alors, en moyenne, on est plutôt sur des estimations autour de 20 à 30%. Après, bien évidemment, ça varie en fonction des aléas que vous pouvez rencontrer avec votre locataire, bien évidemment. Alors une question sur qu'en est-il de la revente après 9 ans de bail? Ben, dans ce cas-là, donc c'est vous revendez, votre bien immobilier, hein, puisque vous en êtes propriétaire, et donc à ce moment-là, c'est comme une vente, classique. On peut également vous accompagner, hein, puisque, nous avons intégré, un département également revente au sein du groupe, et donc à ce moment-là, on fonctionne donc, comme une agence qui vous accompagne sur la revente. Mais vous revendez un appartement, de manière tout à fait, égale à un autre appartement duquel vous êtes propriétaire. Si Léa, On si a tu une veux rajouter quelque chose? oui, oui, je loue un appartement en meublé, mais je n'ai pas déclaré en LMNP l'année dernière, donc imposition forcément à 20%, etc. Puis changer le statut dans la déclaration pour l'année prochaine. Pour cela, je vous invite vraiment à contacter directement, dans ce cas, un cabinet comptable qui pourra vous guider dans ces démarches. Alors une question de Vanessa, Merlet qui demande comment est-ce que le calcul, du rendement comment est fait le calcul donc du rendement locatif? Donc ça, ce sont justement, hein, toutes, les études de marché que nous faisons en amont qui vont nous permettre, bah, de proposer donc un rendement. On a une autre question aussi par rapport au rendement net effectivement, à nos propriétaires. Donc en fonction, du type d'investissement, étudiant, senior ou, appart-hôtel, il va y avoir un rendement qui sera, défini. Mais on va le définir par rapport à toutes les études que l'on fait en amont, puisqu'on fait maintenant ce métier depuis plus de 30 ans.
Alors la liste de vos banques partenaires, me pose la question, Sharif. Effectivement, on travaille nous, de toute façon, on va vous accompagner, donc on va travailler, avec vous sur, l'aspect, financier, avec des courtiers, des banques avec lesquelles nous sommes justement partenaires. Donc ça, n'hésitez pas également à revenir vers nous, pardon, pour qu'on puisse justement, vous, préparer, une étude complète. Donc vous avez nos coordonnées directement, sur, la présentation, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Alors on a une question, pas mal de questions, c'est bien, le chat actif. Alors, il y a une question donc par rapport à la différence de gestion entre, la gestion en LMNP, en résidence de service et la gestion donc en agence, immobilière. La différence, c'est que dans le cas, d'une agence, l'agence va être un intermédiaire. Donc elle a une obligation, de moyens puisque c'est elle qui va faire le lien entre vous et le locataire. Mais tout ce qui concerne, l'entretien, les réparations et cetera, ça va rester donc bien à votre charge, de plus que vous allez devoir payer cette agence. Là, c'est différent puisque votre locataire, c'est nous, Rési d'études. Donc, c'est nous qui vous louons l'appartement. Et donc, c'est nous aussi qui prenons à notre charge tout ce qui va être entretien, réparation, etc. et qui vous versons un loyer. Donc, c'est vraiment 2 fonctionnements différents. Alors, on a une question de Benoît, très intéressante. Après avoir été en statut LMNP, quel impact fiscal lorsque l'on redevient résident, donc un éventuel retour en France? Écoutez, Benoît, à ce niveau-là, l'impact fiscal, bien évidemment, continue, que vous soyez résident ou non résident, c'est-à-dire que tant que l'amortissement n'est pas terminé, vous allez pouvoir encore profiter en tant que résident de ce statut fiscal, donc pouvoir échapper justement à l'impôt en fonction de vos revenus français. Donc, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Alors, je prends cette question puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent, donc on remonte un petit peu. Donc pour Laurent, Driol, concernant le cabinet comptable, c'est un cabinet comptable donc qui est donc intégré à la formule avec qui nous travaillons. Donc effectivement, on travaille avec un cabinet comptable et on vous le pose lors de ce projet. Donc, y a-t-il des frais pour les études que vous proposez, hein? Question de Mathieu Lenoble. Non, on vous prépare ça. Dans l'idée, c'est pour vraiment pouvoir vous accompagner. Donc, c'est une étude totalement gratuite. Alors, une autre question. Vos services sont-ils uniquement réservés aux expats? Naïla qui nous pose la question. Non, nous occupons effectivement avec Marion de toute la partie expat pour toute cette clientèle qui est très effectivement demandée, en tout cas et demandeuse, hein, forcément. Bien évidemment, on s'occupe également des résidents français également. Alors, une question donc de Fran, hein, qui ne paye donc aucun impôt en France, puisqu'étant expatrié non résident, n'est plus rattaché à la fiscalité en France. Donc l'intérêt de ce type d'investissement, c'est justement de pouvoir constituer un patrimoine en France qui va permettre de générer des revenus sans vous créer une fiscalité, supplémentaire en France, puisque, vous bénéficiez de l'amortissement et donc du statut, privilégié du LMNP. Alors, une question de Vanessa Merlet. Donc, c'est vous qui proposez des biens ou l'acheteur peut proposer un bien de son choix pour un statut LMNP accompagné par vos services? Malheureusement, non, Vanessa. On ne s'occupe vraiment que des résidences gérées et exploitées par Résidétudes. Dans l'idée, effectivement, c'est toute une résidence que l'on accompagne et tous ces propriétaires, hein, également que l'on accompagne. Donc, malheureusement, on ne pourra pas vous accompagner dans la gestion. Maintenant, si vous avez d'autres questions liées à une fiscalité ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Alors, une autre question d'Éric. Est-ce que le rendement, c'est-à-dire les loyers perçus, sont immédiats après l'achat? Effectivement, si vous achetez sur une opération type VFA, c'est-à-dire vente en l'état futur d'achèvement, il faudra attendre que la résidence soit livrée. Si c'est une résidence qui est déjà en exploitation, vous toucherez immédiatement votre loyer. On a une question concernant notamment donc la garantie des paiements des loyers. Donc tout simplement parce que c'est Résidétudes qui est votre locataire. Donc c'est Résidétudes qui vous verse le loyer 365 jours par an, qu'il y ait ou non un locataire dans l'appartement. Évidemment, comme on l'a vu pendant cette présentation, on sort d'un événement assez marquant, notamment cette crise sanitaire et notamment le confinement. Donc il y a des secteurs qui ont été davantage impactés, comme on a pu le voir, notamment par rapport à de l'appart-hôtel. Quoi qu'il en soit, c'est Résidétudes qui vous loue le bien. Donc Résidétudes vous verse ce loyer. Donc il y a certains impacts qui ont pu être observés. Malgré tout, c'est bien Résidétudes qui vous verse ce loyer de manière sécurisée, puisque c'est nous qui vous louons le bien. Une question de Mélissa. Quelle est l'échelle de prix pour les logements que vous proposez? Alors, on a vraiment tout type de prix, sachant que le ticket d'entrée est aujourd'hui autour de 70-80 000 euros. Et puis après, bien évidemment, la fourchette peut être beaucoup plus large. Tout dépendra tout simplement du lieu de la résidence, donc l'emplacement essentiellement, et également le type de résidence. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, pour ceux, je me permets de préciser, si on n'a pas pu répondre maintenant à vos questions, puisque sachant que le fil, il faut remonter assez loin, envoyez-nous vos questions vraiment directement par mail, même si vous voulez plus d'informations ou ne serait-ce que des documents. J'ai une question ici donc concernant les biens vendus neufs par rapport au prix d'acquisition, notamment sur le marché et par rapport à de l'ancien. Là-dessus, concrètement, l'achat en neuf, vous n'achetez pas le même bien que ce que vous achetez sur de l'ancien. Donc, il y a aussi toute une question de normes, etc., qui peut créer une différence entre un marché de l'ancien et un marché du neuf. Cela dit, vous êtes aussi donc ces dernières normes, c'est aussi intéressant. Ça évite des travaux futurs et à venir. Après, les deux sont envisageables. Alors, on a une question de Morgane. Quelle est la durée moyenne du processus de l'étude de départ à la signature de l'acte d'achat? Alors, on est en moyenne autour de 6 mois, voire moins. Tout dépendra de la réactivité au niveau du financement essentiellement. Donc ça tout dépendra aussi des projets, si on est plutôt sur un investissement dans l'ancien ou plutôt dans le neuf, donc vente sur plan. Là également, il y a une petite différence qui peut jouer sur le nombre de mois. Alors, il y a une question qui dit donc pendant combien de temps garantissez-vous un loyer et que se passe-t-il si je veux le revendre? Donc une question d'Hélène. Donc comme on disait tout à l'heure, le bail locatif donc est signé dès le départ. C'est un bail locatif avec une première période de 9 ans, mais ce bail est renouvelé automatiquement et de manière tacite. Donc tant que vous êtes propriétaire, nous restons votre locataire. Et si vous souhaitez revendre, dans ce cas-là, vous pouvez revendre à n'importe quel moment et le futur acquéreur poursuivra, lui, la location auprès de Résidétudes. Une question de Daniel. Est-ce que vous proposez des CPI? Malheureusement, non. Nous ne proposons pas de SCPI. Par contre, l'avantage ici, c'est que vous êtes propriétaire d'un logement, donc d'un bien immobilier bien identifié au sein d'une résidence. Ce ne sont pas des parts, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure, donc qui est beaucoup moins risqué en termes d'investissement, de pouvoir justement acheter et être propriétaire d'un logement plutôt que d'acheter des parts au sein d'un ensemble immobilier. Où là, on va vraiment dépendre de la performance du gestionnaire. Donc, faites attention à cela. Et on arrive à la fin de ce webinaire. On va peut-être prendre encore une dernière question ou ça va?
Je viens de cliquer sur une dernière question, donc ça concernait donc l'exonération des prélèvements sociaux CSG, CRDS pour les non-résidents. Donc comme on l'a bien montré, hein, le fait de bénéficier donc du statut de LMNP, c'est à la fois donc effectivement sur, l'imposition sur les revenus locatifs et également les prélèvements sociaux. Donc ce statut vous permet de ne pas avoir d'imposition sur le loyer dans sa totalité pendant une période, définie. Eh bien, en tout cas, donc effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc on voulait vraiment vous remercier, hein, pour votre participation. Encore une fois, si on n'a pas eu le temps de répondre ou pas eu la possibilité de répondre plus précisément à vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, directement, hein, sur l'adresse donc expat-invest@reside-etudes.fr. Merci beaucoup, pour votre participation, le fait d'avoir été, très actif aussi, durant cette présentation. Encore merci à l'UFE et on vous dit à bientôt. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.